Yo, c'est Altosan et aujourd'hui, comme t'as bien pu le voir au titre, on se retrouve pour l'épisode 3 de la série Devenir Mangaka, parlant des personnages. Cet épisode a été débloqué par Ulysse Vaillant, car je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas encore que ce n'est pas moi qui décide quand un épisode sort. Moi je place juste des indices et c'est à vous de les trouver. Pour ce qui est de cet épisode, sur Instagram et Twitter, je vous avais dit de trouver un lien avec cette miniature dans l'épisode 2. Et c'est Ulysse Vaillant qui l'a trouvé. En effet, à un moment de la vidéo, j'ai écrit en japonais un gouffre, et c'était donc ça l'indice. Donc voilà, merci à toi Ulysse Vaillant d'avoir trouvé l'épisode. Stoppons la parlotte et c'est parti. Tu dois le savoir, jeune apprenti mangaka, que les personnages sont un pilier du manga. Les personnages de manga ne se limitent pas juste à un design, ils ont une attitude, des relations, une mentalité qui les rend vivants. Très souvent, la majorité des apprentis mangaka, en parlant de personnages, mettent en avant et des fois uniquement le design de ce dernier, oubliant le reste. Alors que ce qui est intéressant dans un personnage de manga est à 20% le design, et là j'exagère beaucoup, et à 80% les choses que l'on va voir dès maintenant, en commençant par le caractère. En créant un personnage, tu ne crées pas juste un bonhomme stylé. Dans ta tête, tu dois créer un être vivant. Tu es l'auteur et c'est à toi de lui donner un caractère, une mentalité, une attitude. Ce sont des choses que beaucoup de personnes oublient de donner à un personnage. Et oui, tu dois l'imaginer dans ton quotidien. Comment est-ce qu'il réagirait dans certaines situations? Quelle est sa posture? Quelle image dégage-t-il aux yeux des gens? A-t-il des défauts, des complexes? Tout cela est un travail à faire d'abord dans ta tête. Plus le personnage sera vivant et plus il touchera le lecteur. Car un lecteur est plus attiré par un personnage qui est humain, qui réfléchit, qui a des valeurs comme lui. Et là, je sais très bien, tu vas me dire, mais oui, mais c'est bon Alto, j'ai déjà pensé à ça. La situation sous contrôle, tout roule comme shoji. Et je te répondrai en un seul mot. Pourquoi? Et oui, pourquoi? Tu as oublié de réfléchir à cela. On ne naît pas tous avec des valeurs, des goûts spéciaux à ce que je sache. Cela veut dire donc qu'à un moment de la vie de ton personnage, il a dû se passer des choses pour qu'il ait développé ses valeurs, ses goûts. Et c'est à toi d'imaginer. C'est l'une des étapes les plus fastidieuses dans la création d'un personnage. Et oui, tu vas devoir retracer son passé. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça maintenant? Doit être ta question phare. Tu vas devoir établir un background solide et évite d'être trop cliché. Et oui, mon perso est comme ça car toute sa famille a été décimée. Ça a une odeur de ramen ou encore d'araignée réchauffée et donc c'est pas bon. Des fois la simplicité marche beaucoup mieux qu'un background tiré par les cheveux. Et là je le sais, cela va te demander beaucoup de temps et beaucoup d'imagination. Mais sache que si tu le fais, tu seras énormément avantagé et tu verras par la suite pourquoi. Mais attends, avant de te précipiter à écrire le background de ton personnage, je dois te parler d'un effet scénaristique vraiment très stylé. Je l'appelle la toile d'araignée. Au lieu de créer plein de petits backgrounds indépendants, imagine que si on dit allez au hasard que ton héros déteste le foot, ok, parce qu'un jour il s'est pris un ballon en pleine face. Et disons qu'en fait le mec qui lui a tiré le ballon dans la face c'est son pote qui avant qu'ils ne se connaissent avait trouvé un ballon dans la rue et en tirant de joie lui avait tiré dans la gueule. En fait c'est leur troisième pote qui n'aimait pas le foot qui a jeté le ballon dans la rue, ce qui a provoqué le tir du deuxième pote et le fait que le héros se le prenne dans la gueule et déteste le foot. Bon, j'ai fait exprès de tirer le truc par les cheveux pour que tu comprennes que des fois tu peux mêler les backgrounds. Si c'est bien maîtrisé, cela peut donner un effet violemment stylé. Évite cependant d'utiliser trop de fois, car si tu le fais trop de fois, ça va donner l'impression au lecteur que ton monde est tout petit, que tout est lié, etc. et c'est pas bon. Et disons maintenant que t'as fini, que t'as tout élaboré, t'as fait un background pour chaque personnage vraiment solide, t'es fier de toi, t'es on fire, et tu crois que t'as fini, c'est bon, tu crois que là c'est bon, ton perso est bien fait, bien réalisé. Et ben non, tu te trompes complètement, il reste encore deux choses à bien réaliser, dont la partie 2, les relations. Les relations, et oui, car un personnage, en plus d'avoir des défauts, un caractère général, il a une bouche et il va devoir s'en servir lors de ton manga. Attends, je viens de me rendre compte que cette phrase vue d'un autre angle est carrément chelou. Bref, ton personnage ainsi que tous les persos de ton histoire s'expriment, il y a un échange entre eux et tu vas devoir t'entraîner à beaucoup maîtriser les dialogues. De toute façon, c'est de mèche avec la narration. Les dialogues doivent glisser fluidement et dommage pour toi, ce n'est pas visible. Si un dialogue est trop mal réalisé, tu sens trop que ça fait pas naturel, ça se voit à des kilomètres, alors que si un dialogue est bien réalisé, ça se voit pas en fait. Ça te paraît totalement naturel. Il faut que tu t'entraînes à faire parler tes personnages, qu'il y ait une discussion, t'entraîner sur les relations des personnages. Par exemple, si un de tes persos annonce une nouvelle triste, le mec d'en face, tu dois le voir qu'il est pas bien, que son expression n'est pas joyeuse. Sache que véhiculer des choses à travers des bulles n'est pas chose aisée. Il faut que ce soit fluide à la lecture, que ce soit compréhensible de tous. Et oui, un lecteur qui ne comprend pas ce que tu dis, c'est mort. Tu peux lui dire au revoir. Là, il est déjà en train de t'enchaîner sur Twitter. Et là, tu vas me dire, mais comment faire pour s'entraîner au dialogue, Altosan? Et je te répondrai de faire des dialogues en fait. Mais oui, ça te paraît logique, mais c'est le meilleur entraînement. Tu vas devoir faire plein de dialogues, créer des petites histoires
l'histoire. Et surtout, ne l'oublie surtout pas de le montrer à des gens. Car oui, c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur sur ton travail. Ça va te permettre d'évoluer. Et sois pas dégoûté si au début on dit que c'est de la merde. On est tous passés par là. Mais sache que ce n'est qu'à force d'en faire et d'analyser les autres dialogues des autres mangas et de te demander mais pourquoi là ça passe et moi ça passe pas, que tu arriveras à faire quelque chose de bien. Depuis tout à l'heure, je me suis omis de te parler de quelque chose et tu l'as pas remarqué, j'en suis sûr. Ça t'a pas tilté. Qui dit relation dans un manga dit bulle. Et qui dit bulle dit cases. Et oui, les cases, ils ont un rôle plus que primordial. Ils permettent de fluidifier ton dialogue. Bien maîtriser les cases peut devenir un atout de taille. Non maîtriser cela peut totalement nuire à ta narration. Il va de soi que lors des scènes de combat, les cases ne sont pas disposées de la même manière que lors des scènes de dialogue. Et pourquoi? Qu'est-ce que cela apporte de mettre une case longue au lieu d'une case large? Cela peut pour toi être insignifiant, mais c'est méga important. De bons personnages bien développés qui s'expriment par des dialogues bien maîtrisés par l'auteur et qui cèdent des cases pour fluidifier le tout. Et là, tu te régales. À raconter des histoires devient pour toi un véritable plaisir plus qu'une tare. Tu auras le champ des possibles qui s'ouvrira à toi et franchement tu vas vraiment kiffer. Mais pour cela il faut être curieux, lire beaucoup de mangas et te questionner pourquoi l'auteur a fait ça lors d'une page stylée et te dire pourquoi c'est stylé. Est-ce que c'est juste le dessin ou le positionnement des cases, ou peut-être parce que cette page contraste violemment avec celle d'avant, etc. Sois curieux. Passons maintenant à la troisième partie nommée l'évolution. Lorsque je te parlais du caractère de tes personnages, c'était à un moment donné, fixe du temps. Et plus ton histoire avance et plus la situation de tes personnages se développe. Et pas qu'au niveau du design. Il suffit pas de mettre des cicatrices, des cheveux plus longs, un visage plus affiné pour montrer que ton personnage a évolué. Un personnage évolue aussi dans sa mentalité. Il a des réponses à des questions qu'il n'avait pas avant. Sache que pour le lecteur, un personnage qui n'évolue pas lors d'une histoire, ça va pire qu'en l'ennui. Le lecteur, il va se dire putain, ça fait 15 tomes que je suis l'aventure, mais le héros change pas, c'est saoulant. C'est pour cela que les auteurs de manga créent des contrats, notion expliquée lors de l'épisode 8 des Alto Débats. C'est pour dire au lecteur, regarde, le héros a un objectif, à la fin de l'histoire il l'atteindra. Donc il y a une évolution. Pareil pour les pouvoirs, au début il ne les maîtrise pas, mais il va les maîtriser, donc il y a une évolution. C'est très souvent utilisé par les shonen, car dans les shonen, avec toute l'action que ça comporte, t'as pas très souvent le temps de développer la mentalité de chacun de tes personnages et de les faire évoluer. Donc bim, on lui met des pouvoirs, tu apprends de nouvelles techniques au fur et à mesure et ça donne le même effet. Dans les seinen où là c'est plus mental et moins pouvoir, là c'est l'intrigue qui va faire passer par certaines épreuves le personnage, et donc ça va soit le faire changer d'avis sur quelque chose, ou sinon ça va le conforter dans son idée de base. Pour ce qui est des shoujo, en lisant quasiment pas, je peux pas te dire leur spécialité. Et je vais te poser une question, pourquoi à partir d'un moment dans One Piece, Eiichiro Oda a commencé à changer les vêtements de Luffy à chaque arc? C'est tout simplement pour donner cet effet d'évolution, car s'il gardait toujours les mêmes vêtements, ça donnait l'effet au lecteur qu'il avait pas changé, et donc c'était pas bon. Tu vois que certains détails insignifiants ont une grande importance, c'est des choix mûrement réfléchis, surtout pour les très longs shonen, et donc c'est à toi de penser comment faire évoluer ton personnage. Lors de l'étape 1, tu as défini son passé, et bien maintenant tu vas devoir définir son futur, toutes les étapes à laquelle il va devoir passer, qu'est-ce que ça va changer en lui. Si dans un manga t'as l'impression d'avoir vécu plein de choses, de te dire putain on en a passé des épreuves, et que limite tu sens que toi-même en plus des personnages tu sens que t'as évolué, ça veut dire que l'auteur a très bien réussi son coup. Et ça doit être à toi ton objectif. Bon là maintenant j'espère que tu te rends compte que créer un personnage c'est un petit peu plus compliqué que prévu et que ça se limite pas juste à créer un design. En plus du design, tu vas devoir maîtriser son caractère, les dialogues, écrire son futur, son passé, comment est-ce qu'il va évoluer. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et dis-toi que ça s'applique pour tous tes personnages principaux et que tu vas même devoir le faire pour des personnages secondaires. Je peux te dire que c'est une tâche vraiment très fastidieuse, mais sois sûr que si tu le fais, tous tes efforts seront rentabilisés. Car une histoire avec des personnages bien construits, avec un background bien établi, une véritable évolution, des relations bien maîtrisées, c'est vraiment une histoire qui cartonne. Et sache que la majorité des mangas à succès ont respecté ces règles. Et donc voilà les gars, la vidéo est finie. Avant de partir écrire le background de ton personnage, si la vidéo t'a plu, et bah tu peux toujours lâcher ton like, ça fait toujours plaisir. Si tu veux ne louper aucune des prochaines vidéos de la série Devenir Mangaka, tu peux t'abonner, bientôt les 5000 on y croit. Et sinon moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo, c'était Altosan, ciao.